qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, donc c'est Faniwa avec vous, avec Ansimène et puis la Sopamar. Nous sommes sur Zouk TV, la Sopamar ne cesse de remercier Zouk TV parce qu'ils nous reçoivent chaque semaine et c'est important la communication pour que nous puissions permettre une certaine forme de pédagogie. Donc aujourd'hui sur le plateau, j'ai une invitée parce que nous aurons aujourd'hui une émission consacrée principalement au problème du chlordécone, des pesticides, soit de l'empoisonnement. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi sur le plateau un membre de la Sopamar, une membre de la Sopamar, je me corrige, c'est Madi Mérine. Bonjour Madi. Bonjour Faniwa, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et puis merci à Zouk TV de nous recevoir. Voilà. Donc Madi Mérine, donc je voulais savoir depuis quand tu es membre de la Sopamar et pourquoi tu es devenu membre de la Sopamar. Alors, je suis entrée à la Sopamar, c'est simple, en 1980, quand j'ai fait mon premier enfant. J'ai senti, j'étais sensible à ça, je me suis dit, maintenant que j'ai un enfant, il faut que je lui laisse un beau pays, voilà. Et donc, j'ai cherché, je ne savais même pas où ça se trouvait. Je me suis trompée plusieurs fois, je suis allée à pied, j'ai fait tout le centre Place d'Armes, puisque les gens ne savaient pas non plus, et puis bon, j'ai adhéré. Donc, j'ai payé mon adhésion chaque année, et puis un beau jour, je me suis présentée, je suis rentrée déjà une première fois, et j'étais à la commission juridique, puisque je n'étais pas au conseil d'administration. Et puis, maintenant que mes enfants sont grands, que j'ai des petits-enfants, j'ai beaucoup plus de temps. Donc, je suis rentrée au conseil d'administration. Je suis rentrée au conseil d'administration et donc là, j'ai été élue secrétaire adjointe. Okay. Voilà. Mais pourquoi la Sopamar? Pourquoi pas une autre association? Eh bien, c'est parce que la Sopamar répondait exactement à ce que j'attendais de ce qu'il fallait pour notre pays. Il fallait sauvegarder le patrimoine. On s'inquiétait déjà que devenaient nos terres, qu'est-ce qu'on mangera demain, qu'est-ce qu'on cultive. La culture intensive de la banane nous inquiétait déjà, puisque j'ai participé à tout ce qui s'est passé en 74. 74, c'est véritablement là, 1974, c'était Chalvet. Donc, c'était mon premier emploi par Sainte-Marie, et puis je tombe sur l'affaire Chalvet, parce que je travaillais à l'usine de Sainte-Marie, donc tout le monde on a arrêté de travailler quand on a entendu qu'il y avait des problèmes à Chalvet. Les usines étaient arrêtées, donc nous qui étions dans les bureaux, on nous a fait cesser de travailler aussi. Les ouvriers sont venus nous chercher, on a arrêté de travailler aussi. Et c'est là que j'ai eu parce que déjà en 74, ça veut dire que je n'étais pas encore à la Sopamar, j'étais jeune. Et puis quand ils nous ont expliqué comment ça se passait dans la banane et tout, donc ça a commencé à me réveiller parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas ce qui se passe à Basse-Pointe, on ne sait pas ce qui se passe à Joupa-Bouillon où on fait de l'ananas, parce qu'à l'époque c'était pas la banane, c'était de l'ananas. Et donc nous sommes tombés sur tous ces soucis, tous ces problèmes. Nous étions jeunes et puis une fois que j'ai été maman, j'ai voulu rentrer, me dire voilà, maintenant j'ai l'obligation, j'ai le devoir de laisser quand même un pays et pour mes enfants, un pays où ils vont pouvoir vivre et comme ils en ont envie et puis qu'il n'ait pas de soucis. Et puis est arrivé le problème du chlordécone, donc je me suis impliquée davantage. Impliquer davantage, puisque tout ça, ce sont des choses qui sont restées cachées et on n'a pas eu connaissance. Mais dis-moi, je ne sais pas si tu as la réponse. Pourquoi ils sont passés de l'ananas à la banane? C'est simplement par rapport aux fonds européens. C'est qu'on paye plus la banane que les Européens adorent la banane. Okay. Et on avait commencé à faire de l'ananas en Afrique, qui leur revenait bien moins cher. Donc, ils ont continué à faire la banane ici. Ils ont commencé à faire la banane ici parce que, tout simplement, les Allemands aiment la banane. Voilà. L'Europe nous a collé l'étiquette de la banane. On a cultivé la banane ici parce que les Européens mangeaient la banane, c'est tout. Mais la banane, aujourd'hui, on sait très bien que la banane
elle dépend des subventions, des financements. Absolument, elle Sans est financée subvention, pratiquement à 100% puisque les Européens aiment la banane, donc ils financent ce qu'ils aiment. donc ils financent. Ah, au détriment, mais bien sûr, ils ne sont pas, ça ne les gêne pas, au détriment de la population, au détriment de tout. J'aime ma banane et voilà, j'ai empoisonné des gens ou voilà, peu importe ce que ça demande comme intrant, hein, on appelle ça les intrants, les produits qui arrivent, eh bien, on va quand même, et avec toute la pollution qui va avec, faut pas oublier qu'il faut la protéger, donc tout ce plastique qu'on couvre la banane, tout ça, ça a amené des déchets en Martinique et que nous ne connaissions pas avant. Le Voilà. plastique est utilisé qu'une seule fois. Donc après, il faut Eh le ben, jeter. ils ont tenté de réutiliser, mais ça n'a pas été possible. Le sac se déchire, tout ça. C'était pour protéger les régimes, pour les oiseaux. Et donc, bon, ça a donné une pollution supplémentaire. Si vous allez derrière les hangars, si vous allez sur les habitations, vous verrez la quantité de plastique qui ne s'est pas détériorée. Le plastique est toujours là. Donc, tout ça parce que les Européens aiment leurs bananes. Voilà. Ok, donc pour faire un dessert, on nous empoisonne. Voilà. Tout simplement. Et donc, pour faire un dessert, on nous empoisonne. Donc, nous allons voir les images. Donc, il y a eu une grande mobilisation dont la Sopamar a été aussi un des organisateurs Oui. de cette manifestation. Donc, samedi 27 février 2021. Donc, le rendez-vous, c'était à la Maison des syndicats. Et donc, il y a eu plus de 40 organisations, collectifs, associations, personnes lambda qui se sont réunies pour pouvoir créer cette grande mobilisation avec le peuple martiniquais. Parce que sans le peuple, toute cette organisation n'aurait pas pu avoir une belle victoire, voilà, une belle l'ampleur ampleur. que ça a eu. Voilà. Et nous étions tous d'accord sur ça. On a bravé le Covid. oui. Ça, il faut retenir. C'était pas, j'ai entendu des gens dire que et on avait encore le Roland du carnaval. Non, nous avons bravé le Covid pour dire non à tout ça. Et puis, quand vous lisez les pancartes, il y a pas de doute sur ce que la population attend et des autorités. Et tout le monde est inquiet pour la santé, pour leur santé, pour ceux qui vont arriver après. Les femmes, on a vu les femmes avec beaucoup de pancartes. C'est vraiment, et tout le monde est inquiet pour sa santé. Voilà. Alors, nous étions 10 000, 5 000, 15 000, 30 000, 40 000. Combien étions-nous? Moi, je pense, comme je vous dis, on a compté, nous étions 40 000. Quand on voit la longueur de l'avenue et tout ça, non, nous étions 40 000. Et les nous médias étions disent 10 000. 40 000 à Fort-de-France pour ce dossier. C'est pas possible. On ne peut pas me dire, même si à un instant T, on a pris un groupe de personnes, il y avait 40 000, peut-être 45 000 personnes à Fort-de-France pour l'affaire de la prescription, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Une plainte qui est déposée par la Sopamar depuis plus de 15 ans et qui n'a pas de réponse. Et puis là, on vous dit, voilà, on a perdu des papiers, puis bon, on va vous donner, ça sera probablement une prescription. Non, et les gens sont descendus dans la rue pour ça. Mais il y a la prescription, mais il y a aussi les dossiers qui sont classés secret d'État pendant plus de 20 ans. Il y a aussi des documents qui sont perdus. Donc, il y a vraiment un déni de justice. Tu sais, Fanny, c'est pas excusable. Moi, le fait, nous sommes en pleine... on est aujourd'hui à l'ère de la dématérialisation. Et c'est pas possible qu'on ait pu perdre les deux. Comme je dis, et la France peut encore vous mettre sur la table des dossiers qui appartiennent à Louis XV, à Louis XIV, à Henri Tout à IV. Et on peut même vous dire qu'est-ce qu'il a écrit le tel jour il y a 400 ans. Ce n'est pas possible qu'en moins de 30 ans, quelque chose qui s'est passé il y a moins de 30 ans, qu'on ait perdu les pièces. Et puis, donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a perdu les pièces, qui disent que dès lors qu'on avait arrêté l'expédition du chlordécone ici, il faut prouver qu'après ça, c'est entré. Jusqu'en 2013. C'est pour ça qu'ils veulent mettre la prescription, pour dire que jusqu'en 2013, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour dire que c'est rentré jusqu'en 2013? Fanny, il y a les transitaires, il y a les fournisseurs. Ça veut dire qu'en quelque part, si personne ne peut aujourd'hui se dire qu'il faut mettre les documents sur la table, parce que c'est pas possible qu'on vous oppose le fait que vous n'avez pas présenté ces documents, qu'on puisse donner prescription à un dossier aussi important, aussi grave. Et parce que tous ceux qui sont au courant et qui ne disent rien,
ce sont ces personnes qui mettent la paix sociale en difficulté, là, qui vont faire qu'il n'y aura pas de paix sociale en Martinique. Il n'y aura pas de paix tant que ce dossier n'aura pas trouvé. On n'aura pas trouvé la vérité dans ce dossier-là, et c'est ce que la population demande. Voilà. La justice, tout simplement. La justice. Le respect de notre humanité. Voilà, il n'y a pas d'impunité dans l'affaire. Tout le monde doit dire... J'ai fait, voilà, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai donné, voici ce que j'ai fait, voici, oui, les produits sont entrés. J'avais même pensé que le parquet allait ouvrir une enquête, que j'ai entendu un agriculteur dire sur les zones, et je ne sais plus sur quel il est. Il l'a dit devant tout le monde, oui, on a entré les produits, oui, on les a encore distribués, oui, on nous en a donné contre le fait que, on nous l'a donné comme monnaie d'échange, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer, etc. Je n'ai pas entendu le parquet sur l'affaire. Ok. Je n'ai jamais entendu le parquet sur l'affaire. Or, il fallait ouvrir une enquête. Puisque cette personne, tout le monde le connaît, on sait très bien s'il l'a dit, oui, ça s'est fait. Ouais. Mais personne n'a été inquiété après ça, personne n'a rien dit, on n'a rien dit. Donc il y a une volonté délibérée de ne rien faire. Et en fait, le mot d'ordre aussi, pendant la mobilisation, c'est que les criminels doivent payer. Mais absolument. Il faut que le procès se fasse, il faut que les criminels... Mais dans tout, payent. parce qu'en fait, ce dossier particulièrement nous amène à d'autres dossiers. On s'est rendu compte que depuis 4 ou 5 ans, il y a très peu de Martiniquais qui gagnent un procès devant ces tribunaux. Tout à fait. Voilà. Le tribunal ne juge pas dans le sens où on se demande, mais comment est-ce qu'on pourrait aller est-ce que chacun qui... Non, on a simplement constaté que beaucoup de dossiers, beaucoup de Martiniquais ne gagnent pas leur procès, même s'ils ont raison sur sur le fond. On prend l'exemple... Sur le fond, on peut vous opposer ou une forme, ou simplement un délai aussi, ou des dossiers, ou des personnes qui ne comparaissent jamais. Ça veut dire que les procès sont constamment renvoyés. Il y a, oui, un problème de dire la justice. C'est ça. La population a le sentiment que la justice ne se C'est pas le sentiment, c'est le cas. Voilà. On prend l'exemple, mettons, de l'esclavage comme crime étant... en fait, l'esclavage est un crime contre l'humanité. On dit prescription aux Martiniquais, on dit prescription aux Mires, on dit prescription aux CNL. Oui, mais concernant l'apologie, puisqu'on peut revenir à l'affaire de JM, je suis dans le commerce, d'accord? Je m'occupe de la réglementation dans le commerce. L'administration nous envoie un courrier pour nous dire, à partir de telle date, ne faites pas telle chose. C'est interdit. Voilà, ne faites pas, c'est interdit. Sinon, vous avez une amende de 45 000 euros. La plupart du temps, c'est 45 000, puisque, voilà. Vous avez une amende de 45 000 euros, vous avez une amende de 5 ans d'emprisonnement, 3 ans d'emprisonnement, etc. Mais comment ça se fait qu'une fois que ça a été dit, une fois qu'on a vu que le président a dit que c'est quoi cette affaire, et que les gendarmes eux-mêmes ont enlevé les cuissons, mais comment on n'a pas envoyé un courrier à tous ces producteurs et leur dire, voilà, à partir d'à présent, voilà, c'est considéré comme une infraction, et puis le premier qui nous sort une étiquette, un écusson avec ça, il a 45 000 euros d'amende. Voilà. Mais on n'a rien dit. Il a fallu que ce soit les militants eux-mêmes qui aillent demander d'enlever tous ces écussons, tous ces objets à l'effigie de l'esclavage, qui font l'apologie de l'esclavage, Non, c'est pas possible. Oui, parce qu'on a laissé la population et on a volontairement mis la paix sociale dans l'affaire en disant les Martiniquais, c'est eux qui font du n'importe quoi, ce sont les Martiniquais. Donc on a amené à juger les Martiniquais pour quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire eux-mêmes, mais pour lequel ils attendaient que l'État ou le gouvernement ou les services, les autorités prennent des dispositions pour ça. Voilà. Mais en plus, ça s'est très bien fait. Ça s'est très bien fait avec... l'aéroport, ça a été difficile, mais à l'aéroport, ils ont enlevé tous les produits sur lesquels il y avait les cuissons à quatre serpents. Aux Trois-Îlets aussi, ce sont les gendarmes qui ouvraient les gros sacs poubelles. Les militants mettaient les produits dans le sac poubelle et les gendarmes partaient avec les produits. Ça s'est fait aussi dans une romerie au Carbet. Donc, en fait, les gendarmes ont accepté de jouer le jeu et de faire enlever les produits à 4 Alors, on va se poser la question, pourquoi dans un premier temps ça s'est passé comme ça et pourquoi pour l'affaire JM, ça s'est passé différemment? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais en fait, la différence, c'est que c'est un créole. C'est un blanc créole. Et
selon une analyse de Nia Imani, et moi je suis d'accord avec elle, en fait, il n'aurait jamais signé le fait qu'ils reconnaissent que l'écusson à quatre diamants, c'est un symbole faisant l'apologie de crimes contre l'humanité. Parce que s'il signe un document en reconnaissant que l'écusson fait l'apologie de crimes contre l'humanité et qu'il ne l'utilisera plus, ça veut dire qu'il y a réparation. À partir du moment où on reconnaît le crime, c'est qu'il y a réparation. Donc, M. Ayotte ne voudra pas reconnaître... Mais la loi nous dit que c'est l'apologie de crime. Donc, on n'a pas besoin. Lui, il n'a pas besoin. Mais voilà, ça veut dire que lui, il s'arroge des droits qu'il n'a pas et qu'il n'aura pas. Peu importe qu'il ait signé ou pas signé, qu'il ait dit on a voulu le faire signer sous la contre, etc. Je ne comprends pas. Ça veut dire que... Alors, on pourrait en parler. J'ai entendu que certains parlent de bien vivre ensemble. On nous demande, la communauté d'ascendance africaine, de bien vivre ensemble. Mais on veut vivre ensemble, mais je vous dis, on signe un truc comme quoi on est d'accord sur ça. Déjà que la loi l'exige, donc on est bons enfants, on vient vous dire, mais non, signez ça, et puis vous nous dire que vous allez enlever, etc. Et vous voulez me dire qu'on veut vivre ensemble? Le bien vivre ensemble? Le bien vivre ensemble, c'est quoi d'après vous? C'est toujours ça, et voilà, c'est toujours dire que on est d'accord, oui, on est d'accord, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Non, le bon vivre ensemble commence par ça aussi. Ça veut dire que nous avons pris soin de venir vous dire, ok, parce que celui qui est en train de prêcher le bon vivre ensemble, ça ne va pas se faire comme ça, on s'assied autour d'une table. C'est comme ça s'est passé à JM. On vient vous dire, écoutez, vous êtes en infraction, on ne va pas chercher les gendarmes pour vous. On vous dit, vous signez et vous enlevez. Ah, mais c'est vous qui allez chercher les gendarmes. Donc, vous comprenez? C'est ça veut dire que c'est une contradiction et dans ce qu'ils veulent faire. Mais il faut quand même souligner le fait quand même que ce n'est pas d'aujourd'hui que la romerie JM il a été demandé par courrier, avec accusé réception. Donc, Ayotte a eu des courriers. Le groupe Ayotte a eu des courriers en demandant de retirer cet emblème faisant l'apologie de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas que l'emblème, il y a aussi le nom du négrier qui faisait la traite négrière sur la bouteille. Oui, l'étiquette même, elle n'est pas... Voilà. Donc l'étiquette entière. Avec les gens qui poussent les tonneaux toujours, tout ça. C'est comme si on mettait le nom d'Hitler sur une bouteille de vin et puis on nous dit d'accepter. Donc là, il y avait le nom d'un négrier sur la bouteille, il y avait une scène d'esclavage, plus encore l'écusson à quatre serpents. Bon, il y en a assez. Mais il a été prévenu par courrier. Et malgré ça, il continue à maintenir cet emblème, cette symbolique. Donc, on va revenir au chlordécone, mais tout est lié. De toute façon, tout est lié, tout est lié. C'est toujours un appel à la justice qui est fait, et c'est toujours les mêmes qui nous refusent et qui imposent leurs lois. Ce sont les créoles, les blancs créoles. Tout donc, ça est lié au chlordécone. Voilà. Tout ça est lié au chlordécone. À la colonisation. En fait, à la colonisation, voilà, puisque le chlordécone, c'est une partie, voilà, c'est toujours, c'est passé, en fait, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, comme je dis. Cette impunité autour de l'empoisonnement, c'est ça qui a fait. Pour notre génération, parce qu'en 74, c'est la goutte qui a fait déborder le vase aussi. C'était déjà là, absolument. Chaque génération a eu à résoudre le problème. Chaque génération. 48, parce que depuis 60. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et on en est encore aujourd'hui au même niveau. Absolument, absolument. On est toujours, on n'est pas libre, on a un statut d'affranchi. Absolument. Je suis d'accord avec toi dessus. Et malheureusement, le problème qu'il y a, c'est que, enfin, un problème, c'est simplement, des fois, j'analyse la situation et je me dis qu'on nous amène aussi à ne pas faire la connexion avec ce qui s'est fait avant, en fait. Chaque génération qui arrive découvre 74. Mais quelle a été la continuité entre 74 et aujourd'hui? Il y a eu une déconnexion. On a l'impression que c'est assuré. Ça veut dire que la génération d'aujourd'hui n'a pas retenu 74. On nous perturbe dans beaucoup de choses, ce qui fait qu'on n'a pas cette connexion et cette continuité. Des fois, quand je disais, je vais à Chalvet, le 14 février, je vais à Chalvet, on me dit, qu'est-ce qu'il y a à Chalvet? Oui. On vous pose la question. C'est la Saint-Valentin, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a à Chalvet? On dit, je leur dis, en février, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à Chalvet? Qu'est-ce qu'il y a à Chalvet? Même si vous ne dites pas que c'est le 14. Oui, c'est ça. Ça veut dire que les gens ne sont pas, on n'a pas tenu compte du fait, on tient compte aujourd'hui qu'on a parlé du problème du chlordécone,
Mais on ne tient pas compte du fait que depuis 1974, il y en a aussi qui sont morts, qui sont déjà morts, parce qu'ils réclamaient 1974. Ils réclamaient, en 1974, ils réclamaient l'arrêt de l'épandage de ces produits-là. Ils les faisaient c'était à dos d'hommes, c'était, voilà. C'était eux qui le faisaient. Tout à fait. Voilà. Et le 14 février 2021, donc c'est le 14 février 2021 qu'effectivement que Volcan a été mis en garde à vue. Voilà. Lui était déjà en garde à vue depuis le vendredi. Voilà. Puis voilà. Donc ce sont des dates qui sont retenues par les autorités, mais qui ne sont pas suffisamment retenues par le peuple. Puisque on sait, d'une manière générale, et la campagne sucrière et les distilleries redémarrent en janvier-février. Ça a toujours été l'époque des revendications. Puisque c'est là où le patron ne paye pas, il ne veut pas augmenter la paye, etc. Okay. Donc tout le monde, on a besoin de tout le monde pour travailler, donc on profite pour se mettre en grève. Donc de tout temps, si on écoute bien l'histoire, on l'écoute bien, on l'a bien lu, il y a toujours eu des revendications ouvrières à partir du mois de janvier, puisque c'est à ce moment-là qu'on met les distilleries en route, c'est à ce moment-là qu'on commence à couper la canne, c'est à ce moment-là qu'on commence à planter de la banane, enfin, à récolter la banane, etc. C'est la période. Donc jusqu'au mois d'avril, mai, toute cette période, ce sont des périodes de revendication. Donc les autorités tiennent compte de ça, mais nous n'en tenons pas compte. Voilà. Lorsqu'on ne connaît pas son histoire, eh bien, on est poussé à la reproduire et à la revivre. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc on va voir les images du samedi 27 février et on se retrouvera juste après sur le plateau avec Madi Mérine et moi-même Faniwa. Bonjour Dominique Bonoutuka, je ne te vois pas avec ta robe. Oui, ma robe elle est là, elle est dans mon sac. Oui. Mais c'est vrai que pour l'instant elle n'a pas été mise. Oui, alors que vaut ta présence sur la mobilisation d'aujourd'hui? Oui, c'est une présence en fait tout à fait normale. Je vous rappelle en fait que je suis dans cette affaire le conseil en fait de la SOPAMAR, d'accord, et qui a déposé plainte contre les empoisonneurs afin d'obtenir leur condamnation, mais aussi réparation pour les victimes. Donc là, c'est tout à fait normal en fait que je sois là. Et puis je suis là aussi au titre de président d'un syndicat d'avocats, le SIAMA. Et donc nous sommes présents là, par exemple, il y a mon confrère en fait, France Debout, qui est là, mais nous avons d'autres aussi confrères qui sont là éparpillés. Donc nous avons répondu présent à cet engagement qui consiste en fait, comme vous le savez, à rejeter en fait cette idée de non-lieu pour les empoisonneurs, en faveur des empoisonneurs, annoncée par un juge d'instruction, une des juges d'instruction en fait, qui a en charge en fait ce dossier de chlordécone. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de justice et les avocats affirment qu'il n'y a pas de justice. Oui, parce que pour nous, les choses sont claires. Je veux dire, rappelez-vous, concernant en fait de la réparation pour crime contre l'humanité, l'esclavage et la traite en fait, prescription, vous vous rappelez, on continue, on est encore en fait devant les juridictions. Une de ces affaires en fait, en civil, je parle de demande en fait de réparation s'agissant du crime contre l'humanité, la traite et l'esclavage, au mois de juin. Donc voilà, jusqu'à présent notamment on nous renvoie à la prescription, c'est trop tard en fait pour les victimes en fait, voilà. Et donc là encore, s'agissant des chlordécones, pareil, en fait, leitmotiv, on nous raconte en fait une affaire de prescription, et donc par conséquent, pas de justice pour les victimes. Donc en réalité, lorsqu'on a, et moi en tant que juriste, en tant qu'avocat, et je ne suis pas le seul, nous savons très bien, et je suis dans les deux dossiers, qu'en réalité, c'est une interprétation, selon nous, qui est tout à fait, en fait, je dirais, discriminatoire, et qui vise finalement, au bout du compte, en fait, à protéger les criminels, d'accord, et à ce qu'ils ne rendent pas compte, en fait, de leur responsabilité. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, et ça va continuer pendant longtemps, nous avons des gens, en fait, qui meurent du cancer
cancers liés à l'empoisonnement au chlordécone, des enfants en fait qui voient leur QI en fait totalement en fait diminué, avec des infirmités de tout ordre, le problème de prostate, etc. Donc, sur ce plan, les choses sont claires. Les victimes sont vivantes, elles sont vivantes et elles souffrent. Et nous sommes confrontés à ce système en fait d'indifférence à notre égard. Et c'est une discrimination, mais c'est surtout une discrimination parce qu'il faut aller au bout une discrimination vis-à-vis en fait substantiellement des afrodescendants, des noirs. Donc, lorsque tu dis notes, ce sont les afrodescendants, les noirs. Oui, parce qu'il s'agit de ça en réalité. Je veux dire, en fait, s'agissant des crimes contre l'humanité, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, les victimes ont été indemnisées et d'ailleurs des procès se font assez régulièrement dans leur faveur, ils sont indemnisés, SNCF, etc. Bon, bref, voilà. Il n'y a pas de prescription, bref, tout est ok, tout se passe en fait sans difficulté parce qu'en effet, il ne s'agit pas de noirs. Et là, en l'occurrence, pour nous, systématiquement, en fait, c'est le déni de justice. Nous disons non. Et lorsque je dis nous, là, j'élargis ce nous. Nous, c'est tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là aussi qui disent non. Et donc, c'est ce que nous sommes venus affirmer aujourd'hui. Non à l'injustice, non à la discrimination, non au racisme, oui à la justice, oui à l'équité, oui à la loyauté. Et donc, respect, en fait, de la dignité humaine des victimes. Ok, mais je te remercie. Donc, je te laisse aller avec le comité. Okay. À bientôt.
syndicat, ils ont fait en lettre qui signait. Alors, l'UNI, l'association ADPKM, ils ont signé. L'Alliance ouvrière paysanne, les ateliers Chechoua, la SOPAMAR, ils ont signé. Le syndicat CDLT, l'association Culture Égalité, la CGTM FSM, l'association Chemin d'Avenir, le comité CMP APAL, le comité national de réparation, le comité régional de pêche maritime et élevage marin, ils ont signé le combat ouvrier, le syndicat CSTM, le syndicat INFO, la Fédération socialiste de la Martinique, le syndicat FSU, Greenpeace, le groupe d'évolution socialiste, ils ont signé l'association culturelle IKIMA, le collectif du 13 janvier 2020, le collectif du bien-être du Congo de Martinique, ils ont signé Martinique écologique, le MIR, le Modémas, Nation Martinique, nous Martiniquais, Orga-Pays, ils ont signé le PADINA, Papier Yolo, PCM, PIA, PPM, RDM, ils ont signé Centre de délégation, syndicat des artisans pêcheurs et éleveurs marins, l'UFM, l'UGTM, ils ont signé le syndicat USAM, UPEN, le collectif des parents d'élèves, ils ont signé. Et enfin, le collectif Zéro chlordécone, Zéro poisson, ils ont signé. Alors, ils ont tout signé, mais nous aussi des fourchères en les jours. Ah, attends, initiative franciscaine du Convoi. Ils ont signé. Et puis nous autres fourchères, des maladies là, CNCP, le collectif des ouvriers et ouvrières abandonnés par le pesticide. Nous avons l'association Matété, nous avons la pastorale catholique et quelques artistes, beaucoup d'artistes, la Rome Bélène, nous avons le groupe papier. Et enfin, on a aussi MFPF qui a signé, mais que nous voudrions dire aujourd'hui, ça nous démontre que le temps, c'est le plus constituant des autres, ces peuples-là, c'est eux qui vont faire. C'est eux. Nous parlons de couleur de vie, parce que nous parlons d'opinion. Il n'y a pas une prédiction pour le secteur de l'école. Nous parlons de ça. Nous parlons de ça. Mais nous pour une prédiction. Le secteur de l'école, c'est un sujet sensible. Nous parlons d'injustice. Nous parlons des prix. Donc, merci Bella, merci Mazot. C'est tout ensemble, nous plus fort. Donc, nous sommes là et à un moment, nous faisons tout là et nous faisons marcher ensemble, pour dire l'État que nous faisons jouer. En effet, c'est le peuple qui est la force d'un pays. Alors, donc on a bien entendu effectivement que le message principal, c'est justice, équité et liberté, justice. Donc, Madi, tu es représentante pour la SOPAMAR. En fait, tu t'es rendue à la commission plan chlordécone. Non, c'est une création d'une commission plan chlordécone. Un copil, voilà. Il y avait donc une reprise en fait. Hein, le copil, ça veut dire quoi? Alors, ah non, je n'ai pas le truc, hein, voilà. Donc c'est en fait par rapport au plan chlordécone, ça veut dire que c'est là que tout le monde est là, hein, c'est vraiment la grande messe. Hein. Donc il y a eu des commissions de travail qui ont été stoppées à cause du Covid, auxquelles j'ai participé, mais le gouvernement avait mis en place un échéancier
qu'ils ont mis en place, ils ont continué à garder ce même On échéancier. parle du plan chlordécone 4. Absolument. Le plan chlordécone 4. Voilà. Et peu importait le fait qu'il y avait le Covid. Donc, ils ont continué, ils avaient décidé qu'en 2021, on présentait un plan, ils ont présenté leur plan. J'ai été surprise d'entendre qu'ils l'ont fait avec tout le monde. Et il y avait personne. J'ai été surprise. Okay. Il y avait juste une parce catégorie de qu'il y a personnes. eu des revendications. Il y a eu d'abord les 49 points en 52 points qui ont été faits par le liénage pour dépolluer. Et puis, il y a eu, dans les commissions, on a donné aussi d'autres revendications. Et il y a eu aussi les ouvriers agricoles qui ont aussi mis en place des revendications. Et puis, donc, on nous convoque à ce plan, le 3, en nous disant qu'il y a une Madame Chlordécone qui a été nommée à Paris. Et puis voilà. Et puis le jour même, le matin, on reçoit un gros pavé de 60 pages. Voici les stratégies du gouvernement. J'ai fait ma petite vidéo Facebook en disant, c'est quoi, vous me voyez ça à 11h du matin, et puis vous croyez que pour 15h, on aura le temps de lire. Ça veut dire on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde. Nous, on n'est pas, même si je représente... je ne représentais pas la SOPAMA à cette commission. La SOPAMA avait déjà 2 membres à cette commission. Par contre, avant que le préfet Robin ne parte, je lui avais dit que je voulais rentrer dans le plan 4 parce que je n'ai entendu ni 1, ni 2, ni 3. Il ne m'a pas répondu. Donc, quand j'ai su que la première réunion du plan 4, je me suis présentée, je suis arrivée en préfecture, je me suis présentée, je lui ai dit, je vous ai écrit, vous ne m'avez pas répondu, je suis là. Et il m'a dit, mais madame, excusez-moi, il s'est excusé, et puis il a demandé à une administrative de prendre mes coordonnées, et donc on m'a fait entrer comme ça au COPIL. Okay. Je suis rentrée au plan chlordécone, et donc je me suis retrouvée avec un poste de notre syndicat au COPIL. Mais quand nous allons au COPIL, nous prenons soin d'avoir le mot de la SOPAMA, puisque nous sommes de toutes les façons sur la même longueur d'onde. Cette Madame Chlordécone, oui. C'est qui? Alors, je suppose que c'est une Française? Une jeune dame, non, c'est une, on va dire, je n'aime pas ce mot, mais c'est une métisse, donc qui vit en France et qui a des origines martiniquaises. Okay. Voilà. Donc, elle a donné son CV à peu près, mais elle a écouté tout le monde, hein, voilà, elle pouvait pas, comme ça, d'emblée, le premier jour, et dire quelque chose, elle écoutait tout le monde, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti, justement? Alors, il en est ressorti, donc, on nous a donné les stratégies du gouvernement. Je n'ai pas retrouvé les revendications que nous avions faites. Je dis particulièrement, et plus principalement, l'eau. Le problème de l'eau qu'on continue à boire. On n'a aucune visibilité sur la teneur aujourd'hui en chlordécone et de l'eau, puisque quand on avait fait la grosse dernière réunion début 2020, nous avions fait ressortir qu'on nous donnait des chiffres avec des traces de chlordécone encore dans l'eau. À 0,12, alors qu'il nous fallait être 0,02 microgrammes. Et nous avions déjà le décret qui parlait de 0,01, alors que nous sommes pour qu'il y ait 0 chlordécone. Est-ce que vous avez un peu compris? Donc, ça veut dire que dans nos robinets, il y a encore des chlordécone. On a toujours des traces. Donc, on avait demandé qu'on ait des chiffres et on n'a plus de chiffres après ça. Parce qu'en fait, quand ils nous ont fait comprendre que non, tout est analysé, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Il y avait des traces, mais avant traitement. Ça veut dire qu'après traitement, on ne vous dit pas ce qui s'est passé. Si après le traitement, on analyse. Voilà, parce que je suis quand même, avant d'arriver ici, Faniwa, je suis allée sur le site des autorités, l'ODE, etc., voir ce qu'il y avait de nouveaux chiffres. Donc, tout ce qu'ils vous sortent, ils vous sortent des chiffres en vous disant, avant traitement, il y avait tant, mais... Et puis voilà, et puis on vous dit, donc c'est la limite qui est autorisée qui est là, donc on ne vous donne pas de chiffres. Prenez et buvez. Voilà. Okay. Alors quand on connaît le problème, il y a eu des masses d'eau qui sont tombées, il y a eu les glissements de terrain, etc. On se demande quelle est la qualité de l'eau. Aujourd'hui, personne ne nous répond. Il n'y a pas de réponse à ça. Donc ça, c'est la casquette de la SOPAMA qui parle là, puisque nous sommes très, très, très sensibles à ça, à la SOPAMA, de savoir que la qualité de l'eau qui est remise au Martinique, c'est une bonne qualité de l'eau, et comment on fait pour justement communiquer sur ça. On n'a rien. Donc le plan chlordécone 4. La deuxième chose, par contre, là, c'est pour mon syndicat que je parlais, là pour mon syndicat et de commerce et les commerces,
Et on a positionné, on a dit pourquoi jusqu'à aujourd'hui on continue à exonérer les produits phytosanitaires qui rentrent ici en Martinique. Exonérer des taxes, c'est ça? On exonère l'octroi de mer. Je ne sais pas pour la taxe additionnelle, hein, puisqu'il faut savoir qu'il y a une taxe additionnelle, mais les produits phytosanitaires ont l'augmentation, ont l'exonération, excusez-moi, et j'avais demandé en préfecture, je leur avais dit, est-ce qu'il n'était pas possible que non seulement on augmente les taxes sur ces produits, qu'on les diminue, on diminue la quantité de produits qui rentrent, mais qu'on ne les exonère pas du tout de taxes. Eh bien, ça n'a pas été repris dans le dossier. Ça n'a pas été repris dans le dossier chlordécone. Ils n'en ont pas parlé. Du tout. Donc, les grosses questions comme ça, et qui restent sans réponse, je dis que le gouvernement qui dit, il se gosse de dire oui, il a fait en concertation, il ne l'a pas fait en concertation, puisque les 52 points, lors de la dernière réunion qu'on a eue avant le Covid, la sous-préfète de Trinité qui avait repris le dossier et qui avait eu le dossier de l'ancien préfet, monsieur Robin, a dit, je ne veux pas entendre parler de ces points de revendication. Je dis, madame, vous n'êtes pas sortie de l'auberge parce que c'est sur ça que moi je viens ici. Elle n'a pas donné de raison. Elle a dit non, ça a été fait. Voilà, je ne veux pas. Je lui dis, mais moi, je viens ici pour ça. Voilà. Et donc, comme elle avait dit, bon, nous allons reprendre tout ça, puisqu'il y a eu des réunions après, et nous allons reprendre tout ça ensemble. Là, je vous dis, je suis surprise de voir qu'on me remet un pavé. Et on ne parle pas des 52 points de revendication. 49 à peu près. On nous propose 47 points qui n'ont rien à voir. C'est vraiment de la littérature. Hein. J'ai regardé ce qu'ils ont proposé. Juste un petit exemple. Oui. Donne-nous un petit exemple de leur littérature. De ce qu'ils ont proposé. De leur roman. Voilà. Et ils disent simplement... des laboratoires seront nommés pour les analyses. Mais quelles analyses? Quels laboratoires? Ça veut dire que bon, ça n'a pas de sens en fait. On n'a pas de sens quand on vous parle par exemple de la recherche. On vous dit il y aura des laboratoires, mais on a demandé quel laboratoire. Et puis, et puis pour 23 millions d'euros, mais 23 millions d'euros, on lui donne à qui? Ça va se passer comment? Voilà, j'ai entendu la somme de 95 000 euros. Il s'agit de quoi, ces 95 000 euros? Alors, les 95 millions d'euros, 95 millions d'euros ne sont pas tous à la Martinique. C'est 50-50. En fait, c'est Guadeloupe-Martinique. 95, donc en fait, ça va pas se faire 50-50. Non, en fait, ça ne va probablement pas se passer comme ça, parce que si on décide que c'est le laboratoire en Guadeloupe ou en Martinique qui fait les tests, et qui font des analyses de sol, par exemple, il y aura un déséquilibre. Mais en tout cas, les 95 millions, c'est pour les deux. Martinique-Guadeloupe. Okay. Martinique-Guadeloupe. Okay. D'accord. Et alors que le docteur Montezum dit pour 5 ans, 2021-2027, hein, que je ne me trompe pas, ou 2025. Je n'ai pas trop la date. Mais en tout cas, ça se situe à ce niveau-là. Le docteur Montezum a dit, mais il faut 400 millions d'euros pour nourrir la population sainement et des produits locaux, puisqu'il n'est pas question de leur donner des produits qui arrivent de l'extérieur. Et voilà, donc on est arrivé à parler pour pouvoir avoir le zéro chlordécone. Absolument, en partant des terres en friche qu'on peut cultiver. Okay. Donc, bien entendu, il y en a qui sont montés au créneau pour dire oui, mais la SOPAMAR empêche de déboiser. Donc, M. Louis-Régis est intervenu au nom de la SOPAMAR pour dire non, il y a 18 000 hectares de terre en friche, il y a 12 000 sur lesquels ça ne nous pose aucun problème que ça soit défriché, parce que ce n'est pas boisé. Voilà. Okay. Ils ont parlé de terres boisées. Nous, on a dit, on sait que les terres on peut les défricher pour les cultiver. Donc, il ne s'agit pas de couper des arbres. On n'est pas dans ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on a remis les pendules à l'heure avec toutes ces personnes qui disent, oui, mais la SOPAMAR empêche et de déboiser, etc. Nous, on n'a pas dit déboiser. 18 000, il y a 12 000 sur lesquels on peut trouver des terres pour... Donc, il a bien présenté le dossier en demandant que ces terres soient mises à disposition de la SAFER pour permettre aux jeunes agriculteurs de les récupérer, de les cultiver. Il ne s'agit pas de terres à dépolluer, ce sont des terres en friche qui n'ont pas de problème de pollution. Et c'est là, ça veut dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de nous faire croire que les terres, il y a la possibilité de... Ça, on n'a pas dit. Ça, on n'a pas nommé de nom, on n'a pas dit. En tout cas, ça a déjà été répertorié, peu importe à qui ça appartient. Voilà. Peu importe à qui ça appartient. Et c'est ça l'urgence. Hein. Et il a bien dit parce que aujourd'hui, les Martiniquais, on va à la perte et les Martiniquais, les femmes n'ont plus de fertilité, ne font plus d'enfants, les hommes
deviennent stériles, en 30 ans, est-ce qu'on va encore parler de Martiniquais? Voilà, il a bien posé le problème. Hein, et il a dit non, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Voilà. Ok. Et c'est quand même d'une certaine gravité que le médecin vienne là dire ça et que ça ne soit pas repris, qu'on ne me dise pas, bon, ben voilà, on avait pondu ça, mais c'est pas bon. Bon, ben, on va reprendre ce que vous avez dit, on va remettre ça Donc en sur fait, la table. Non, rien. On nous a simplement imposé un pavé en disant, voici ce que le gouvernement a décidé. donc en fait, ce que tu me disais tout à l'heure, en réalité, ils veulent qu'on vive avec. Il faut vivre avec, voilà. Alors, Voilà. ils nous opposent, ils nous disent, voilà, il y a Jaffa. Jaffa n'a pas donné les résultats escomptés. Jaffa, c'est un groupement qui a été mis en place et qui, apparemment, s'occupe de tout. Enfin, le gouvernement leur donne... Parce que j'ai constaté ça aussi, et je ne dis pas si c'est propre en Martinique ou ailleurs. On s'adresse à un réseau. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans ce réseau-là, ben on ne discute pas avec eux. On ne sait pas ce qu'ils peuvent proposer. Il y a des jeunes agriculteurs qui ont fait des propositions. Non, on les renvoie tous devant Jaffa, le Jaffa. Ça veut dire qu'une fois qu'on a... moi, j'appelle ça de la position dominante. Hein. Ça veut dire qu'une seule personne, il a tellement de boulot qu'il est capable de tout faire avec ce qu'on lui donne en main. Mais bien entendu, on ne peut Position pas... dominante, tu peux nous La donner position plus- dominante, Voilà. ça veut dire que, en fait, c'est on donne à un partenaire la même mise sur ça peut être comment dire un gros bloc économique. Là, pour le Jaffa, c'est des contrôles sur les terres agricoles, etc. Comment planter, quoi planter. Si on a des doutes sur son terrain, on va voir le Jaffa pour pouvoir faire les contrôles, etc. On ne peut pas mettre tout ça dans les mains d'une seule personne. Ou d'un seul groupe, dans un seul groupe, dans un seul organisme, dans une seule association, etc. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Et Ou c'est qu'il y qui ce ait groupe, 2, 3 groupements qui puissent intervenir, ou qu'il y ait aussi des contre-propositions. Quand vous allez, qu'on vous dit voter son chlordéconé, on ne vous dit pas ni quel taux il y a dedans, ni on vous dit voilà, voter son chlordéconé, puis ben, Ok. c'est fini. Et qui est ce groupe dominant? À qui appartient le groupe dominant? Le Jaffa, c'est une organisation qui a été mise en place. C'est une association, hein, loi 1902. Parce qu'on a vu beaucoup d'associations fleurir en Martinique autour des problèmes de l'écologie, de la transformation de produits, de la culture sur les terres agricoles, etc. Enfin, il y a il y a une masse. Et ils ont fait un réseau, mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et ils font, je ne dis pas l'appuyer le beau temps, je dirais que dès lors que vous n'êtes pas dans ce réseau, ben, les autorités n'entendent pas parler de vous. Hein. Voilà, ils vous disent, ah, vous n'êtes pas dans le réseau, mais vous n'êtes pas dans le réseau, vous n'êtes nulle part. Ça a été mis en place il y a une dizaine d'années, cette histoire que bon, on a plus ou moins canalisé certains secteurs d'activité en Martinique vers un réseau. Et ça pose problème pour traiter le problème du chlordécone, à mon avis. À mon avis. Ok. Jaffa, ça veut dire quoi? Je n'ai pas le... Alors, je sais aussi, mais je n'ai pas parlé. J'ai vu le sigle quelque part. Et c'est dommage que, voilà, c'est là où on voit comment les collègues, des fois, quand le Régis est là, ils connaissent tous ces sigles. Ils m'auraient bien aidé. Malheureusement, je n'ai pas le sigle. Je voulais quand et même je n'ai qu'on pas retourne... le nom exact, le nom entier. Voilà. Je voulais qu'on retourne quand même sur le problème des pesticides et des intrants. Oui. Donc nous avons quand même une augmentation des entrées des pesticides à plus de 40% d'augmentation en 2020. Donc comment justement parler de zéro poison, en fait zéro dans notre sol, si on continue à importer des produits qui encore, comme le glyphosate, tuent, détruisent, empoisonnent nos terres, alors qu'on le fait entrer. Donc comment justement persuader ce gouvernement d'arrêter de faire des intrants? Quelle serait la solution? D'arrêter de laisser... Mais ce sont les cultures que nous faisons ici qui demandent autant d'intrants. Les intrants, c'est quoi? C'est tout ce qu'il faut pour faire la culture. Donc la banane part dans un conteneur. Quand le conteneur revient, où il est rempli de produits européens, où il y a des intrants, ce qu'on appelle des intrants, les fongicides, les désherbants, tout ce qu'il faut, les sacs, tout ce qu'il faut, même les pelles, enfin, ils mettent tout dedans, les pelles, les boues, tout ce qu'il faut pour la culture de la banane. Donc, pour pas que le conteneur retourne à vide. Voilà. Donc, ça, on appelle ça les intrants. Ok.
Donc, ce sont les mêmes qui font partir la banane qui font arriver les intrants. Et dans les groupements, les petits planteurs souffrent. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, voilà, vous nous donnez vos bananes et c'est moi qui vous donne les intrants. Ce système a été mis en place dans plusieurs secteurs. On va déborder un petit peu. Prenez par exemple les transports. Le même qui a la position dominante dans l'agriculture, c'est le même qu'on va retrouver par exemple dans les transports. C'est lui qui a les carrières. Il vous fait acheter un camion chez lui et il vous donne le nombre de transports qu'il veut. Mais vous lui devez les traites du camion, vous prenez l'essence chez lui, vous prenez tout, c'est chez lui. Ça veut dire qu'à la fin du mois, des fois, vous pouvez trouver votre facture en moins parce que vous lui devez plus que ce qui... C'est lui qui décide d'il vous donne 2, 3 transports. Donc, résultat, à la fin du mois, vous devez votre traite de camion, il l'a déjà enlevé sur la facture qu'il vous doit, etc. Et donc, vous vous retrouvez en difficulté. C'est le même problème qui se passe au niveau des petits planteurs. Ça veut dire que quand ils ont vendu leurs bananes, quand on leur a fait entrer les produits pour cultiver d'autres, ils sont toujours en moins. C'est pas possible. Il faut arrêter ça. Et puis, d'une manière générale, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut arrêter la culture de la banane. Il faut arrêter. Pour ce que ça nous a coûté, il faut arrêter ça. Par principe. Et puis, employer d'autres moyens de culture. Mais absolument. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette banane que nous avons aujourd'hui, c'est parti de la banane d'Israël. Ça veut dire qu'on a fait entrer des produits qui ne... C'était pas la banane que nous connaissions à l'époque. Ils ont fait entrer d'autres qualités de bananes à planter ici qui demandaient beaucoup plus d'intrants que ce que nous connaissions dans les années 60, 70. Ça veut dire que ça a demandé beaucoup plus de pesticides, beaucoup plus de fongicides. Ces produits ne sont pas... cette culture-là, cette banane-là, et on l'a fait vivre en milieu tropical, elle n'était pas habituée à ce système. Donc, elle a développé des maladies. Voilà. Et ça a fait qu'on a fait rentrer beaucoup de produits pour atténuer les problèmes que cette banane... Parce que le truc, c'est... Il faut leur donner leur banane, ils aiment ça, il faut leur donner. Donc, résultat, on s'est retrouvé dans un... C'est explosif, ce qui se passe en Martinique par rapport à la banane. Et personne ne dit... Personne n'en parle. Ça, c'est un enchaînement de problèmes autour de ce fruit et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces difficultés-là. Et c'est la même chose pour la Martinique comme pour la Guadeloupe. Mais absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand tout le monde dit, oui, mais on nous envoie beaucoup de produits, mais oui, mais tous ces conteneurs, on a transformé le port de Fort-de-France pour permettre l'utilisation des conteneurs dans les deux sens. Parce qu'au début, la conteneurisation, c'était fait pour faire partir la banane et non pas pour faire rentrer. Donc, on a transformé le port de Fort-de-France. Ça a coûté des millions d'euros pour permettre qu'il y ait la possibilité de faire rentrer les produits dans ces mêmes conteneurs qui partent pour transporter la banane vers l'Europe. Donc, voilà. Et le problème, c'est qu'on se retrouve ici avec beaucoup de produits parce qu'il faut les remplir, ces conteneurs. Ok, donc il y a les centres commerciaux. Voilà, il y a les centres commerciaux. Voilà. Et c'est pour ça, effectivement, que nous voyons les militants anti-chlordécone aller boycotter au niveau, à la tête du gros problème. C'est l'économie. Ce sont les mêmes. Même si on change le nom de la société, les actionnaires sont les mêmes. Donc voilà. Et alors justement, j'en parlais, on va y arriver à ces camps de distributeurs, voilà. Et voilà, quand on est aussi important dans un espace, les fournisseurs qui sont dans le monde entier, ils n'ont pas confiance. Moi, je n'irai pas aller chercher un fournisseur. Il va me dire, oui, mais il y a déjà un en Martinique, tout le monde en parle, donc c'est à lui que je remets ma carte. Et si le produit rentre en Martinique, c'est lui qui le fera entrer. Même si vous avez des millions d'euros, je ne ferai pas entrer le produit par vous. Donc, il s'est retrouvé avec une concentration de cartes de distributeurs qui fait qu'aujourd'hui, il y a une position dominante quand même assez importante dans les deux sens. Donc nous voyons très bien qu'en fait, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau économique, il y a toujours un qui est au-dessus de tout. C'est que le gouvernement français protège justement ce système-là, puisque pour lui, c'était une certaine stabilité en Martinique, une certaine stabilité économique. Enfin, Martinique-Guadeloupe. Ok. On te remercie, Madi Mérine. On apprend toujours beaucoup de choses sur le plateau de Zouk TV. On vous dit à très bientôt. Et puis, nous avons une pensée particulière à Volcan, pour Volcan et pour Lulu. Volcan et Lulu, voilà. Et les autres. Tous les militants. Cet après-midi.
Ils avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les capteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.